Mercredi 13 janvier 2016, vous êtes sur i24 News. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, le choc à Marseille. Les juifs sont appelés à ne plus porter la kippa après l'agression d'un enseignant juif. Très nombreuses réactions à cet appel jugé maladroit par le CRIF. Et le grand rabbin de France, touche pas à ma kippa, lance le président du consistoire central. Joël Mergui sera avec nous dans un instant. Semer la peur, le sentiment que le terrorisme peut vous toucher n'importe où. C'est le message de Daesh après l'attentat d'Istanbul hier. Comme en Tunisie et en Égypte, les touristes occidentaux sont visés. À un mois des vacances d'hiver, on fait le point sur les pays à éviter. Dans le journal également, cette frappe de l'armée israélienne à Gaza ce matin. C'est un commando terroriste qui a été visé en temps réel. Il tentait de poser une bombe sur la barrière de sécurité. C'était son dernier discours à la nation. Un an avant de remettre les clés de la Maison-Blanche, Barack Obama fait le bilan. Il appelle les Américains à ne pas avoir peur, ni de l'économie, ni de Daesh, justement. Enfin, l'événement ciné du jour, c'est la sortie de Carole, histoire d'amour entre deux femmes dans les années 50. Film absolument esthétique. Quand la beauté parvient à renverser les préjugés, rendez-vous en fin d'édition. Bienvenue à tous. C'est un appel qui a créé la polémique. Le président du consistoire israélite de Marseille recommande à sa communauté de ne pas porter la kippa dans la rue. Objectif, se protéger des agressions antisémites. Mais les responsables de la communauté juive se sont vite désolidarisés. Pour eux, il ne faut pas céder au terrorisme. Alors appel maladroit ou pragmatique, c'est le dossier du jour. D'abord les faits avec Jonathan Serrero. Au lendemain de l'agression antisémite contre un enseignant juif de Marseille, le président du consistoire israélite Zvi Amar conseille aux juifs de la cité phocéenne de retirer leur couvre-chef le temps de l'apaisement. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Sauf que cette recommandation a provoqué une levée de bouclier du côté des responsables communautaires juifs. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, n'entend pas céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Est-ce qu'il faudra... Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte du président du consistoire de Marseille. Le président du CRIF, Roger Kuckerman, a qualifié cette proposition de défaitiste. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de France, a lancé, lui, l'opération « Touche pas à ma kippa ». Pendant ce temps, la victime de l'agression est, elle, sortie de l'hôpital, encore choquée. Je me sens très fatigué. C'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Et très dur à vivre, voilà. Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. Alors du côté du gouvernement, réaction de la garde des Sceaux. Christiane Taubira rappelle qu'une république laïque reconnaît la liberté de croyance et réaffirme le droit pour les juifs de porter la kippa dans la rue. Nous devons garantir au quotidien, partout sur le territoire, la liberté de chaque citoyen, sa liberté y compris de vivre sa croyance. C'est ça une république laïque. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances et a le droit de vivre. Et les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Absolument, absolument. Comme tout citoyen français, les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Alors, je vous le disais, du côté des responsables de la communauté juive, on est loin d'approuver cet appel. Le président du consistoire israélite central lance ce matin un contre-appel. Touche pas à ma kippa. Bonjour, Joël Mergui. Pourquoi cet appel? Bonjour. D'abord, je voudrais que la polémique cesse et qu'on ne donne pas l'impression on approuve, on n'approuve pas. Je voudrais redire très clairement que je comprends la précaution qu'a voulu prendre Zvi Amar à Marseille. Il faut se rappeler que c'est au lendemain d'une agression,
qu'on a entendu sur vos ondes, le choc de la personne qui portait la kippa et qui a été agressée. Et tout le problème aujourd'hui, la polémique, c'est pas de savoir ce que pense chacun des responsables de la communauté, c'est qu'on est dans une situation en France où il peut devenir dangereux de se promener avec une kippa sur la tête. Donc il y a un cri d'alerte qui a été porté. Et moi, vous comprenez son envie, Joël Mergui, de protéger ces juifs de Marseille. Voilà, il est responsable d'une communauté. N'importe quel parent aujourd'hui, que ce soit en Israël ou n'importe où dans le monde, quand il sent qu'un de ses enfants pourrait être en danger quelque part, il le prévient de ce danger. Mais pour vous, ce n'est pas le pragmatisme qui doit l'emporter aujourd'hui. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on soit dans cet état de danger. Moi, ce qui est préoccupant, c'est la problématique aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'en France, on peut encore vivre sereinement sa liberté de porter une kippa et de façon plus générale, un certain nombre de libertés. Et donc, ce cri d'alerte que je lance, de touche pas à ma kippa, je le lance à ce que des personnes non juives et des personnalités non juives de la société nous disent, comme l'a fait la ministre, la garde des Sceaux, il n'est pas question qu'on renonce à notre liberté de conscience. Il n'est pas question qu'en France, on renonce à notre liberté de porter une kippa, mais à condition qu'effectivement l'État garantisse la sécurité et la possibilité de continuer à manger cachère. Alors les Juifs, Joël Mergui, on va finir là-dessus. Les Juifs sont en danger aujourd'hui en France ? Les Juifs font partie des cibles privilégiées, malheureusement. Il y a des Juifs qui ont été assassinés en France parce que Juifs. Donc on est dans un moment où le djihadisme tue en France, qu'il y a des agressions de la communauté juive, et donc la communauté juive doit continuer à vivre en sécurité, mais elle doit renoncer à aucun des marqueurs de son identité. Voilà, et c'est l'appel que vous lancez aujourd'hui. Touche pas à ma kippa. Merci Joël Mergui d'avoir été avec nous. Alors, polémique à part, une chose est sûre, les Juifs de France ont peur, on l'a entendu, les agressions antisémites se succèdent. Léa Berdugo, c'est le sentiment qui domine. Oui, il y a définitivement une crainte des actes antisémites. Ce que l'on entend dans les différents témoignages de membres de la communauté juive, tout d'abord, c'est la peur pour les enfants. Déborah, parisienne, nous disait que le personnel des écoles juives appelait les parents à la prudence, notamment à la sortie des établissements. Alors, ce qui est mis en avant, et ce que vous avez constaté en parlant avec plusieurs membres de la communauté juive, c'est ce climat qui a changé en France, finalement. Oui, par exemple, Daniel, habitant de Boulogne, nous disait avoir connu l'attentat de Copernic dans les années 80, mais il souligne une période inédite aujourd'hui, car même après cette attaque, personne ne lui avait demandé de cacher son identité et d'enlever sa kippa. Alors, sur la crainte des Juifs de France, il déclare qu'elle s'illustre tous les jours jusqu'au sein de son restaurant. Certains clients demandent par exemple de ne pas s'asseoir près de la vitrine de peur des attaques. Cependant, hors de question de changer leurs habitudes. Je porte la kippa tous les jours et je n'ai pas l'intention de l'enlever, c'est ce que nous dit Daniel. Alors justement, c'est une question qui anime aujourd'hui la communauté, le bien fondé de cet appel à retirer sa kippa pour se protéger. De quel côté faut-il pencher? Est-ce celui du pragmatisme ou du risque de créer un précédent en France? Ce qui est sûr, c'est qu'on ressent une dichotomie, tout d'abord entre le local et le national, et même plus entre le religieux et l'institutionnel. Alors d'un côté, on a une réaction, vous l'avez dit, présentée comme pragmatique par les responsables communautaires de Marseille, une manière de préserver les vies humaines. Les Juifs doivent donc se cacher un petit peu, a déclaré le responsable du consistoire de Marseille, Zvi Amar. Et de l'autre côté, il y a cette crainte que cette décision fasse jurisprudence en quelque sorte. Certains responsables institutionnels se sont insurgés contre cet appel. On a entendu le président du CRIF, on a également entendu Joël Mergui, même s'il a modéré ses propos avec nous au téléphone. Donc on voit bien, cette différence entre d'un côté le pragmatisme et de l'autre la crainte d'enfermer la communauté dans certains comportements avec une possible atteinte à la liberté de culte. Voilà, c'est un vrai dilemme qui anime la communauté juive aujourd'hui en France. Merci pour ces précisions, Léa. Dernière info à retenir sur cette affaire. Le suspect de cette attaque à Marseille a été déféré par la justice ce matin en vue d'une mise en examen. Ce lycéen turc d'origine kurde a revendiqué son geste et exprimé une certaine fierté lors de son édition. En voici un extrait publié par nos confrères de BFM. L'adolescent a précisé avoir acheté sa machette pour attaquer des Juifs après avoir vu des Palestiniens s'en prendre à des Juifs à l'arme blanche en Israël.
Voilà, bref, autre info, 2 mois, jour après jour, après avoir été la cible des terroristes le 13 novembre, eh bien, le café Le Carillon rouvre ses portes aujourd'hui. Les clients pourront à nouveau venir s'attabler dans ce bar populaire du 10e arrondissement de Paris. 15 personnes y avaient trouvé la mort il y a donc 2 mois exactement. Semer la peur, le sentiment que le terrorisme peut vous toucher n'importe où, c'est le message de Daesh cette fois après l'attentat d'Istanbul. C'était hier, alors comme en Tunisie et en Égypte, ce sont les touristes occidentaux qui ont été visés. Et un mois des vacances d'hiver, on fait le point sur les pays à éviter. Mais avant cela, direction Istanbul avec Jonathan Serrero. 10 morts, une vingtaine de blessés, tel est le bilan de l'attentat perpétré à Sultanahmet, quartier touristique d'Istanbul. Sur les 10 victimes, 9 vacanciers allemands. La chancelière Angela Merkel a condamné cet acte abject. Cela touche aujourd'hui Istanbul, ça a déjà touché Paris, la Tunisie, Ankara. Ça signifie que le terrorisme international montre une nouvelle fois son visage abject et méprisant pour la vie humaine. Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, les terroristes sont des lâches. Nous condamnons dans les termes les plus forts cet acte de terrorisme barbare et lâche. Le vice-premier ministre d'Ankara confirme la piste de l'État islamique. D'après les premières conclusions, cette personne serait liée à Daesh. Nous ne pouvons pas vous donner plus de détails pour l'instant, car l'enquête se poursuit et je voudrais rappeler que nous mettrons tout en œuvre, si Dieu le veut, pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Cet attentat intervient 3 mois après celui survenu lors de la manifestation pro-kurde dans le centre d'Ankara. L'attaque avait fait 103 victimes. Lise, est-ce que le tourisme en Turquie est condamné après cet attentat ? Alors pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement allemand a d'ores et déjà demandé à ses citoyens qui se rendent en Turquie d'éviter les zones de forte affluence. En France, le ministère des Affaires étrangères, lui, recommande fortement d'éviter le quartier de Sultanahmet près de la Mosquée Bleue. C'est un vrai coup dur pour la Turquie qui, pour le moment, est la 6e destination mondiale pour le tourisme. En tout cas, les professionnels sont très inquiets. Les annulations se multiplient. Écoutez. Il est certain que le secteur du tourisme va en pâtir, mais je ne sais pas à quel point. Mais c'est sûr qu'on va en souffrir parce qu'il y a des gens qui ont peur. Notre patron devait recevoir 2 groupes. L'un a mis sa réservation en suspens et l'autre a annulé. Cela veut dire qu'après ça, nos affaires vont en souffrir. Et à noter que certains voyagistes ont déjà pris des mesures concrètes. Oui, notamment les voyagistes allemands. TUI a déjà proposé l'annulation gratuite des voyages vers Istanbul pour les touristes qui avaient prévu de s'y rendre jusqu'au 18 janvier. La Fédération des voyagistes allemands, elle, demande de bien suivre les recommandations du ministère des Affaires étrangères. L'Allemagne est quand même le premier pourvoyeur de touristes pour la Turquie. En 2015, 15% du total touristique. Et puis il y a quelques semaines à peine, des vacances d'hiver, on est à 1 mois des vacances, on se demande encore où on peut aller dans le monde. Alors le Quai d'Orsay a fait paraître une carte de vigilance où on voit tous les pays en orange et rouge. Il y a les pays fortement déconseillés comme l'Irak et la Syrie qui sont dans des zones de guerre. En jaune, les pays où il faut être vigilant et en vert, les pays sûrs. Donc sur les 191 pays du monde, il n'y en a que 40 qui sont encore sûrs. Dans le bassin méditerranéen par exemple, il ne reste que le Maroc, même la Tunisie n'est plus très sûre. Voilà, il n'en reste plus beaucoup des États sûrs. Merci Alice pour ces précisions. Toutes les télés américaines étaient en édition spéciale. Les congressmen, eux, ont revêtu leur plus beau costume. Barack Obama a prononcé cette nuit son ultime discours sur l'état de l'Union, les temps forts, avec Océane Nicole. Obama fait le bilan. Ce mardi, le président américain s'est exprimé pour la dernière fois sur l'état de l'Union, l'occasion de revenir sur cette année de présidence. Menaces terroristes, Cuba, économie, tous les sujets ont été évoqués par Barack Obama. L'État islamique a mobilisé une grande partie de son discours. Le président appelle les Américains à ne pas succomber à la peur. Pour Obama, pas question de parler de 3e guerre mondiale, mais la menace est pourtant constante et réelle. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Al-Qaïda et maintenant l'État islamique sont une menace directe pour notre population parce que dans notre monde aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui ne respectent pas la vie humaine, y compris la leur, peuvent faire des dégâts. Ils utilisent Internet pour endoctriner les jeunes de notre pays. Leurs attaques déstabilisent nos alliés. Nous devons les faire sortir.
Le président américain s'est félicité de l'économie de son pays, la plus forte et la plus durable du monde. Obama a également souligné l'énorme avancée dans les relations avec Cuba. Il l'affirme, la guerre froide est terminée et il faut renforcer la crédibilité des États-Unis sur le continent d'Amérique latine. Après les félicitations, passe au regret. Barack Obama déplore les querelles et attaques récurrentes entre républicains et démocrates. C'est l'un des regrets de ma présidence, que la rancœur et la méfiance entre les partis a empiré au lieu de s'améliorer. Sans doute un président avec le nom de Lincoln ou Roosevelt aurait pu mieux combler cette division et je vous garantis que je vais continuer à faire de mon mieux tant que je serai dans ce bureau. À 12 mois de son départ, le 44e président des États-Unis divise encore les Américains. Selon un dernier sondage, 46% approuvent l'action de Barack Obama à la Maison-Blanche. David Benaïm, bonjour. Alors c'est un discours, on l'a entendu, résolument optimiste. Barack Obama a voulu faire passer un message d'espoir aux Américains avant de quitter la Maison-Blanche. Très optimiste, en effet, ça a toujours été la signature de son discours depuis le début de sa présidence. Il a voulu éviter hier soir la liste de ses accomplissements en donnant un message d'espoir, une sorte de programme politique pour la dernière année de sa présidence, mais pas seulement. C'est une véritable feuille de route pour sa succession qu'il a détaillée, une ode à la puissance économique et militaire américaine et à la diversité qui fait la force des États-Unis. Il a mis en garde contre le négativisme des candidats républicains à la présidence qui jouent sur les peurs et les divisions. Et il a exprimé un regret, celui de ne pas avoir été plus rassembleur entre républicains et démocrates durant sa présidence. Alors, en revanche, il a complètement minimisé cette nuit la menace djihadiste. Pour lui, Daesh n'est pas une menace existentielle, il n'y a pas de troisième guerre mondiale contre Daesh. Est-ce qu'on y croit aux États-Unis à ce message ? C'est le sujet qui divise le plus sur le discours de cette nuit. Obama ne veut pas surestimer l'État islamique. S'adressant à ses adversaires politiques, il a mis en garde contre les déclarations excessives selon lesquelles le monde serait engagé donc dans une troisième guerre mondiale. Il n'en minimise pas la menace, mais il rappelle que Daesh ne représente pas un danger existentiel pour le pays, tout en rappelant sa volonté d'éradiquer le groupe djihadiste. Le message n'a pas surpris les commentateurs ici. C'est le discours traditionnel de sa politique internationale, refusant le rôle de policier du monde. Alors, pour finir, David, ce discours est en quelque sorte un premier bilan de ces deux mandats. Il a certainement marqué l'histoire, Barack Obama, en devenant le premier président noir des États-Unis. Sinon, quelle trace laissera-t-il ? La liste est longue du point de vue de sa politique intérieure. L'accès à l'assurance médicale pour tous, le mariage pour tous, la baisse du chômage, une économie en plein essor, notamment avec la sauvegarde de l'industrie automobile américaine. Ces accomplissements en termes de politique étrangère ne mettent pas tout le monde d'accord. Le retrait des troupes d'Afghanistan et d'Irak, le deal sur le nucléaire iranien et puis la mort d'Osama Ben Laden et la fin de l'embargo sur Cuba. Ces deux plus grands regrets touchent deux sujets très présents dans la campagne présidentielle, le sort des immigrés clandestins sur le sol américain et le contrôle des armes à feu. Barack Obama sait que pour que son héritage politique persiste dans le temps, un démocrate doit lui succéder à la Maison-Blanche et il semble prêt à partir en campagne pour arriver à ses fins. Merci David. Et puis Barack Obama a tenu à minimiser également cet incident militaire avec l'Iran. 10 marins américains ont été libérés il y a quelques instants par les Iraniens qui les avaient arrêtés après que 2 navires américains avaient été appréhendés dans leurs eaux territoriales. Océane Nicole. Les 10 militaires américains sont désormais libérés. Ce mardi, en fin de journée, l'Iran avait appréhendé 2 navires militaires de la marine des États-Unis. Selon les autorités locales, ils étaient rentrés illégalement dans les eaux territoriales du pays. L'Iran a aidé 2 bateaux de la marine américaine après leur entrée dans les eaux territoriales dans le golfe Persique. 10 personnes, y compris une femme, sont sous l'autorité de l'Iran. La Maison-Blanche s'est déclarée optimiste et elle va résoudre la situation au plus vite. Les 2 bateaux auraient dérivé sur 2 kilomètres. Les 10 marins ont été emmenés sur l'île iranienne de Farsi avant d'être questionnés. Selon l'Iran, les 2 bateaux transportaient une grande quantité d'armement. Le Pentagone a très vite réagi, affirmant que les 10 militaires étaient en bonne santé. La Maison-Blanche a confirmé brièvement avoir perdu le contact avec ces 2 navires. Un des bateaux aurait eu des problèmes mécaniques forçant les 2 appareils à s'échouer sur l'île iranienne. Cet incident intervient en plein rapprochement entre les 2 pays, 35 ans après la rupture de leurs relations diplomatiques. Autre titre au cœur de l'actualité de ce mercredi, cette frappe de l'armée israélienne à Gaza. C'était tôt ce matin et c'est un commando terroriste qui a été visé en temps réel. Il tentait de poser une bombe sur la barrière de sécurité. Les explications de Maxime Pérez. Une attaque préventive à Gaza.
la première depuis l'opération Bordure Protectrice à l'été 2014. Peu avant 9 h du matin, un appareil de l'aviation israélienne prend pour cible un commando palestinien au nord de l'enclave. Selon l'armée, les terroristes sont arrivés de Beth Laïa. Ils étaient sur le point de déposer une ou plusieurs charges explosives le long de la clôture de sécurité. 3 hommes sont grièvement touchés par l'impact du missile. Un 4e succombe à ses blessures. Ils appartiennent au djihad islamique, à en croire la réaction de l'organisation qui a immédiatement promis une riposte à Israël. État d'alerte renforcé dans les kibboutz frontaliers de Gaza, où les agriculteurs ont reçu l'instruction de s'éloigner de leurs champs avant de finalement pouvoir reprendre leur travail. L'armée israélienne s'attend à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Ce matin, la branche armée du Hamas a lancé 2 projectiles en direction de la mer. Des tirs d'entraînement pour le moment. Alors justement, de cette rivalité entre groupes terroristes, on en parle avec vous. Mathias, le djihad islamique a revendiqué cette opération. Cela s'est passé sans que le Hamas ne soit au courant. Écoutez, pour l'instant, le djihad islamique est totalement lié idéologiquement à l'Iran. Et donc, il estime surtout que le Hamas est bloqué par son rapport de force qui existe depuis longtemps entre son bureau militaire ou son aile militaire et son bureau politique. Et donc, voyant cette situation, le djihad islamique veut être le seul aujourd'hui à mener la lutte armée contre Israël, et il sait surtout que l'Iran, avec la levée des sanctions, va voir des millions de dollars arriver, des liquidités qui vont être attribuées à tous les groupes qui lui sont liés. Et donc le djihad islamique, en clair, veut mener la bataille contre Israël. Alors la question est de savoir que va faire le Hamas, parce que le Hamas sait qu'il y a des éléments les plus radicaux qui se tournent désormais vers Beit al-Maqdis, c'est l'État islamique du Sinaï. Le Hamas, bloqué, laisse la part belle au djihad islamique. Et puis, autre question, est-ce qu'Israël va aller plus loin dans la riposte? Est-ce qu'il faut s'attendre à une escalade? Cela dépendra de la tournure des événements dans l'après-midi, dans la soirée. Alors oui, effectivement, le Hamas, il ne faut pas non plus l'oublier. Le Hamas s'entraîne quotidiennement avec des tirs vers la mer, veut enflammer la situation en Cisjordanie. On le sait, il y a 3 cellules dernièrement qui ont été arrêtées du Hamas en Cisjordanie. Et la question est de savoir que va faire le djihad islamique. Oui, le djihad islamique va répondre par des tirs de roquettes, vraisemblablement sur Ashkelon. On parle de grades d'une distance de 15 à 40 km. Oui, l'armée israélienne va ensuite répondre avec des frappes aériennes contre les centres d'entraînement et du Hamas et du djihad islamique, parce que le Hamas est toujours maître de Gaza. Va-t-il avoir une escalade? Pour l'instant, ce n'est pas le scénario envisagé. Merci Mathias. Et puis toujours au chapitre militaire, cette bonne nouvelle cette fois pour Israël, un nouveau sous-marin. Dernier cri vient de lui être livré par l'Allemagne. La livraison en fanfare, c'était hier au port de Haïfa, en présence du Premier ministre et en présence de Maël Benoliel pour I24. 68 mètres de long pour un poids de 2100 tonnes et une capacité d'immersion en mer de plus de 15 jours avec un équipage de 47 soldats à son bord. Le Dolphin U-212 est imposant et c'est à l'issue d'une cérémonie très officielle en présence notamment du président israélien Reuven Rivlin et du Premier ministre Benjamin Netanyahou que la dernière acquisition de l'État hébreu a été présentée dans le port de Haïfa. Il s'agit du 5e sous-marin Made in Allemagne livré à Israël depuis les années 90. Une livraison qui intervient dans le cadre de la compensation financière de la Shoah due à l'État hébreu. Les relations entre Israël et l'Allemagne sont liées par un passé terrible qui appartient à l'histoire, mais aussi à un futur fait de relations fortes et particulières. De façon symbolique, ce sous-marin est le plus grand sous-marin qui a été construit en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Dolphin U-212 est doté de capacités non conventionnelles, même s'il est avant tout équipé de missiles de croisière de type Popeye, des missiles ayant une force de frappe de 1500 km, une manière de dissuader les ennemis d'Israël. Ce sous-marin va rajouter de la puissance à notre force et permettre de nous défendre. La loi de fer qui régit le Moyen-Orient est très simple. Un État faible a du mal à survivre, alors qu'un État fort, en revanche, est capable de repousser ceux qui le menacent et assure son futur et sa sécurité.
ולהבטיח את קיומה ועתידה. Cette nouvelle arme fait de Tsahal une armée encore plus puissante alors que l'Allemagne livrera un dernier sous-marin à Israël en 2017. À suivre, dans le journal, l'enquête sur les agressions sexuelles à Cologne progresse. Elle désigne des délinquants maghrébins et une méthode de harcèlement connue dans le monde arabe. On avait vu ça déjà, place Tahrir, au moment du printemps arabe. On en parle dans un peu moins de 5 minutes dans votre journal. Restez avec nous.